Chaque chevalier gris était forgé dans la douleur et le sacrifice. Leurs souvenirs effacés, leur humanité dépouillée, leurs esprits reconstruits pour abriter la fureur du Solarian. Ils combattent des horreurs qui brisent n'importe quel space marine normal. Mais que se passe-t-il lorsqu'une âme se souvient qu'elle était autrefois un homme? Je suis l'un des rares à le savoir. Souvenez-vous, non pas parce que j'ai été épargné, mais parce que j'ai été façonné pour devenir ce que je suis. Dans l'Ordo Vespera, la mémoire est notre ennemi. Trop savoir ce qui se cache derrière le voile, c'est s'exposer à la corruption. Pourtant, me voici, frère Kailith Varos de la 7e fraternité. Une contradiction forgée dans le creuset de Solarian. On dit que nous naissons dans le sang et la douleur. Il se trompe. Nous naissons en Ereza. Les vents froids de Titan hurlent contre ma chambre de méditation. La lune de Saturne, nous habitons. Les chevaliers gris, la sanction ultime du Solarian, contre la plus grande menace pour l'humanité. Ici, dans des chambres d'argent et d'adamantium, nous nous préparons à des guerres qui ne doivent jamais être consignées. Je m'agenouille devant le sanctuaire de notre fondateur. Mon armure est tombée, ma chair meurtrie exposée au froid mordant. Chaque cicatrice représente un souvenir. On me l'a arraché, une partie de ce que j'étais, sacrifié pour faire place à ce que je devais devenir. 666 rituels de purification, un pour chacun des seigneurs d'amont de notre ordre. Catalogué depuis sa fondation, mon corps porte la marque de chaque rituel. Argent, des runes incrustées dans ma chair, des protections contre la possession qui brûlent encore aujourd'hui, 10 000 jours après leur création. Sculptée, la douleur ne disparaît jamais, elle n'est pas censée disparaître. La douleur éclatée dans un univers des mensonges. Je me souviens du jour où ils m'ont emmené sur Titan. J'étais jeune, peut-être 7 ans. Des années terrestres, bien que le temps n'ait guère d'importance pour ceux marqués par le warp. Ils m'ont trouvé dans les ruines d'une cité ruche sur Cadia, entouré des cadavres de ma famille, tous tués par un démon de Tench. Tous sauf moi. Je l'avais tué par la seule force de mon esprit, une éruption psychique qui avait consumé la créature hors de la réalité. Mais en retour, elle m'avait marqué, laissant une trace de son essence au fond de mon âme. Les inquisiteurs ont dit que j'aurais dû être exécuté sur le champ. Mais l'un d'eux, un homme dont je ne reconnais plus le visage, il se souvient, il a vu du potentiel. Il a vu une âme qui pouvait être forgée à partir de mon existence souillée. Le premier souvenir qu'ils ont pris, mon nom m'a été donné, non par la technologie ou les arts psychiques, mais par une manière simple et brutale. Répétition. Pendant un an, on ne m'appelait que garçon, recrue ou immondice. N'importe quelle toute tentative de prononcer mon nom de naissance a entraîné des coups si violents que mes os se brisaient sous ma peau. En 2e année, je ne m'en souvenais plus, même en essayant. En 3e année, ils ont cessé d'essayer. Quand ils m'ont jugé suffisamment vide, ils ont recommencé à me remplir. D'abord avec la connaissance d'un ennemi, rouleau infini de textes interdits qui décrivaient en détail la nature du chaos, les vrais noms des démons, l'influence corruptrice du warp. Un savoir qui aurait rendu la plupart des hommes fous fut déversé dans mon esprit, comme du métal en fusion dans un moule. Ceux qui ont cédé sous la pression étaient emportés dans la nuit. Nous n'en avons plus jamais parlé. Ceux qui ont survécu sont passés à l'étape suivante de notre création. La transformation physique a suivi. L'implantation de la semence génétique pour les Space Marines normaux. Ce processus prend des années. Pour nous, il a été condensé en des mois d'agonie. Nos corps ont rejeté les organes sacrés avec une violence inouïe. Notre nature psychique se débattait contre la chair étrangère. Sur les 30 recrues qui ont commencé le processus avec moi, seuls 12 ont survécu. Je me souviens de leurs décrits,
non pas parce que j'ai été témoin de leur mort, mais parce que leurs échos psychiques étaient gravés dans les murs de monastères forteresses. Parfois, même au plus profond de ma méditation, je peux encore entendre, puis vint la manipulation mentale, la chirurgie psychique pratiquée par les bibliothécaires les plus puissants de notre ordre. Ils ont élagué des parties de ma conscience comme des jardiniers taillent un bonsaï, en supprimant tout ce qui pourrait engendrer le chaos, l'achat dans mes pensées, peur, doute, miséricorde envers l'ennemi. Tout cela extirpé avec une précision chirurgicale. Ils ont remplacé ces faiblesses humaines par des réflexes conditionnés par l'hypnose et des déclencheurs psychiques qui me permettent de canaliser mes pouvoirs sans risque de possession. L'étape finale était la liaison des âmes. Nous avons été emmenés à la terreur, jusqu'au trône d'or lui-même. Là, en présence de ce qui reste du Solarion, nos âmes furent brûlées par sa puissance divine. La douleur de ce processus est indescriptible. C'est comme être retourné à l'intérieur. Chaque atome de votre être se défait et se retisse dans un feu doré. Certains disent, c'est ce qui se rapproche le plus, pour un être vivant, de l'expérience de la mort tout en étant susceptible de renaître. Je sais seulement que lorsque c'était le cas, cela fait, je n'étais plus tout à fait moi-même. Une partie de moi lui appartenait désormais, une présence constante au fond de mon esprit, observant, jugeant, prêt à brûler. Si jamais je faiblissais, je serais écarté. Une fois cela accompli, je sais devint frère Varos, chevalier gris de la 7e maison, fraternité. Mon passé n'était que sain, et mon avenir était la guerre. Mon présent était éternel. Vigilance. Nous sommes la sanction ultime du Solarion. 16 balles en argent visées, le cœur du grand ennemi. Nous ne recherchons ni la gloire, ni la reconnaissance. En effet, nous sauvons des vies qui ne sauront jamais que nous avons existé. Les citoyens impériaux qui assistent à nos opérations sont exécutés ou leur mémoire est effacée. Une question de protocole. Il vaut mieux pour eux croire que leur monde a été ravagé par la peste ou une guerre civile plutôt que de connaître la vérité de ce qui se cache derrière le voile de la réalité. Pendant 3 siècles, j'ai servi 300 de batailles qui seront ne jamais être consignées dans aucune histoire impériale. 300 d'observations des mondes, brûlés pour empêcher la propagation de la corruption démoniaque. 300 d'exécutions de fidèles, citoyens impériaux, dont le seul crime fut de témoigner de la vérité. Voilà le fardeau que nous portons. Voilà le prix à payer d'être l'âme la plus secrète de l'empereur. Et maintenant, agenouillé dans ma chambre, je reçois la convocation que j'ai reçue. Je m'y attendais. Une nouvelle mission, un monde en péril, un démon qui se réveille. Le cycle, cela recommence. Comme toujours. La salle de briefing était si austère, comme toutes les pièces de notre monastère forteresse. Aucune décoration, non la pièce, mur, à l'exception des symboles de protection gravés dans les murs argentés. 8 de mes frères d'armes sont déjà. Ils sont tous présents à mon arrivée, agenouillés en parfaite symétrie, autour du projecteur politique central. Aucun ne parle, aucun, j'en ai besoin. Nos pensées se frôlent, des murmures psychiques reconnaissent une présence sans la maladresse des mots. Le grand maître Vardan se tient au fond de la salle, son visage antique, masque de tissu cicatriciel et prothèse augmentée. 900 de services n'ont laissé que peu de traces. Sa forme originelle est intacte. Pourtant, son esprit reste d'une acuité exceptionnelle. Ses pouvoirs psychiques, sa présence est d'un poids écrasant qui oblige même les frères d'armes les plus aguerris à détourner le regard. Quand il parle, c'est une voix qui a ordonné la mort du monde. Une voix qui a prononcé l'extermination, ordonné
des milliards sacrifiés pour en sauver des billions de plus. Une voix qui n'a jamais su, le doute s'installe. Le monde de Phobos Tersus s'est effondré. Il nous dit, jadis un sanctuaire, monde de l'Adeptus Astro-Telepopatha, il abritait des milliers de psychères en formation, se jugeait assez fort pour servir l'Imperium, mais pas encore totalement contrôlé. Il y a 3 jours, toute communication avec la planète cessa. Un unique message astropathique s'échappa avant que le silence ne retombe. 3 mots seulement. Ils arrivent. Un vaisseau inquisitorial d'un système voisin a dérouté sa route pour enquêter. Ils ont trouvé la planète transformée. Là où se trouvaient autrefois des centres d'entraînement et des salles de méditation, il y a maintenant des flèches torsadées, de chair et d'os. Là où jadis le monde rayonnait de la lumière du potentiel psychique humain, il palpite désormais au rythme de la maladie, rythme du warp. L'inquisiteur a ordonné une mise en quarantaine immédiate et a demandé notre intervention. Ceci n'est pas inhabituel. Nous avons déjà purifié des mondes corrompus, mais Vardan révèle une véritable horreur qui rend cette mission unique. Phobos Tertus abritait plus de 1 million de psychères, 1 million d'esprits, 1 million d'esprits touchés par le warp, désormais livrés au chaos. Le cri de mort psychique de leur corruption a déchiré une plaie dans la réalité. Un portail d'où émerge quelque chose d'ancien. L'Inquisition pense qu'il s'agit d'un daemon plus grand, peut-être même d'un daemon. Le prince utilisant l'énergie psychique combinée des psychères déchus pour se manifester dans le monde matériel. Notre mission est simple dans son objectif, même si son exécution peut s'avérer complexe. Nous ferons tomber la planète à l'épicentre de la corruption. Nous localiserons l'entité qui orchestre cet affront à la Terre. L'empereur, nous le détruirons, effaçant sa présence de la réalité à coups de bolter, de lames et de feu psychique. Puis l'Inquisition purifiera ce qui reste par les flammes sacrées d'Exterminatus. 9 d'entre nous contre les corrompus, les vestiges d'1 million d'âmes. 9 guerriers d'argent contre les ténèbres de la distorsion. Les probabilités ne nous préoccupent pas. C'est pour cela que nous avons été créés. C'est pourquoi nous avons enduré les épreuves de notre création. C'est pourquoi nous avons sacrifié notre humanité. Vardorden conclut le briefing et nous attribue nos rôles. Je dois être Justar pour cette mission en tant que commandant de la force de frappe en son absence. C'est un honneur que j'accepte d'un simple signe de tête. Les honneurs ont une signification, peu de choses pour les nôtres. Ce ne sont que des reconnaissances de devoir, non des louanges à célébrer. Pourtant, diriger mon défrère contre un tel ennemi réveille en moi quelque chose que je croyais extirpé. Il y a des siècles, une faible braise de fierté. Nous nous retirons à l'armurerie, où les membres du chapitre préparent leur équipement de guerre dans un silence solennel. Ces hommes mortels, l'esprit effacé et protégé psychiquement, ils nous servent sans savoir pleinement qui nous sommes, ni ce à quoi nous sommes confrontés. Leur ignorance et leur protection. Pourtant, même eux peuvent percevoir la gravité de notre mission dans ce contexte de Nos épaules, la tension, dans nos auras psychiques, wanamo dejid essaie déployé, chaque pièce essaie bénie, et ornée d'inscriptions protectrices. Les plaques de céramite grise sont incrustées de sceaux d'argent, chacun une protection contre l'influence démoniaque. Au rythme des vagues, je verrouille chaque composant en place,
je récite les litines de la pureté, concentrant réflexion sur la tâche à accomplir. L'amour est plus qu'une simple protection physique, c'est un bastion spirituel, forteresse pour mon âme dans la bataille à venir. Vient ensuite mon fausse némésis, Hellbird, une arme de maître imprégnée de ma propre énergie psychique, utilisée pendant des siècles. Sa lame brille d'une faible lumière bleue, réagissant à mon toucher et comme vivant. En vérité, une partie de mon essence réside dans l'âme. En faisant une extension de ma volonté autant que de mon bras, avec elle, j'ai banni des entités qui défient toute description, les séparant leur lien avec le monde matériel et les renvoyant dans le warp d'où ils proviennent. Enfin, je reprends mon Stormbolter, vérifiant ces mécanismes sacrés avec la précision qui m'a été inculquée au fil d'innombrables siècles. Chaque cartouche de son chargeur a été béni. Les douilles portent des inscriptions microscopiques de prières de destruction. Contreboost Thierry transporte non seulement une mort explosive, mais aussi un fragment de la lampe, la colère de l'empereur. Alors que je me tiens prêt, entièrement armé, un chapelain s'approche. Son armure noire contraste avec notre assiette en argent, son casque à tête de mort ne révélant rien du visage en dessous. Il porte 9 petites fioles de huile sacrée. Un par un, nous nous agenouillons devant lui, et un par un, il nous oint l'huile sacrée, France enduite d'huile, dessinant le symbole de l'ordo malin sur nos sourcils. Cette bénédiction finale est bien plus qu'une simple cérémonie. L'huile contient des traces d'argent et possède des propriétés psychiques, des minéraux chargés qui renforceront notre lien avec l'empereur dans l'environnement corrompu que nous sommes sur le point de nous entrer. Une fois les rituels terminés, nous nous dirigeons vers le hangar où notre croiseur d'attaque nous attend, le fer de lance de l'an, l'aube, vétéran de 1000 guerres secrètes, sa coque marquée de cicatrices qu'aucune technologie ne peut effacer. Un prêtre extérieur à notre ordre le reconnaîtrait. Des blessures infligées par des armes qui ne devraient pas exister dans le matériel univers. Alors que nous embarquons, je ressens le poids familier de l'isolement s'abattre sur moi, mes épaules. Une fois que nous aurons quitté Titan, nous serons seuls dans les ténèbres. 9. Des guerriers contre la malice sans fin du warp. Ce savoir ne m'effraie pas. La peur a été consumée en moi. Mon esprit a traversé les siècles, mais je reconnais la réalité tactique de notre situation. Il faut absolument réussir, sinon Phobos Terre deviendra le théâtre d'une incursion démoniaque qui pourrait menacer l'ensemble du territoire, secteur. Le voyage jusqu'à notre destination prendra 17 jours en temps de guerre. 17 jours de méditation et préparation, étude des maigres informations fournies par l'Inquisition, affûtage de notre esprit et des corps pour le procès à venir. 17 jours pour se préparer à ce qui pourrait être notre ultime bataille, au service de l'empereur. Alors que le croiseur d'attaque quitte son orbite autour de Titan, je me retire dans ma cellule. Là, entouré de protection et d'icônes de l'empereur, je commence la première d'une longue série de méditations. Je libère mon esprit de toute distraction, me concentrant uniquement sur mission en vue. Dans le silence entre mes pensées, j'entends quelque chose, un murmure. Ce léger malaise pourrait être dû à l'imagination. Mais on nous apprend que l'imagination est une autre faiblesse, une autre porte ouverte au chaos exploité. Le murmure ne s'amplifie pas, mais il ne s'estompe pas non plus. Elle demeure à la limite de la perception, comme le souvenir d'un rêve au réveil. Je dois signaler immédiatement cette anomalie à l'aumônier. Tout risque de compromission doit être pris en compte. Faiblesse expirée. Et pourtant j'hésite. La voix ne porte pas la souillure de la déformation. Cela semble presque familier, comme l'écho de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Peut-être s'agit-il simplement de fatigue, fruit de la vigilance constante exigée de notre espèce. Peut-être n'est-ce rien du tout. Néanmoins, alors que notre vaisseau pénètre dans la folie tourbillonnante du warp,
Je prends une décision qui changera le cours de mon existence. Je choisis de garder ce murmure pour moi, du moins jusqu'à ce que je puisse déterminer sa nature. C'est le premier secret que j'ai caché à mes frères en 3 siècles de service. Le premier, un fil conducteur d'individualité dans une vie définie par un but collectif. Je ne le fais pas. Je ne sais pourtant pas si ce choix relève de la sagesse ou de la folie. Je sais seulement que tandis que le murmure persiste, doux et insistant, alors au bord de mes pensées, quelque chose de longtemps endormi en moi commence à s'agiter. La corruption, non pas la souillure, mais quelque chose de bien plus dangereux pour l'un des miens. Quelque chose que je croyais avoir été extirpé de mon être lors des épreuves de ma création. La curiosité, le vide dur, la distorsion enveloppe notre vaisseau. La réalité elle-même se dévoile, révélant la folie bouillonnante qui se cache derrière. Notre champ de Gela se maintient fermement, créant une bulle d'espace réel qui nous protège des entités qui voudraient nous arracher l'âme, des corps à la moindre occasion. Dans ce sanctuaire fragile, nous nous préparons. Nos rituels quotidiens sont immuables. 6 heures d'exercice de combat, chacun affrontant les autres à tour de rôle. Knows perfection, knows compétence, au maniement de l'épée et du bolter, 4 heures d'exercices psychiques, renforçant nos barrières mentales contre la corruption qui guette Phobos, Terté, 2 heures de prière, renforçant notre lien spirituel avec l'empereur, Pasteur D, 2 heures de prière, renforçant notre lien spirituel avec l'empereur. Le reste du temps est consacré à l'étude de l'ennemi, l'entretien de notre équipement de guerre et les brèves périodes de sommeil nécessaires à notre physiologie améliorée. Pendant tout ce temps, le murmure persiste, sans s'amplifier ni s'atténuer, une présence constante, ou à la périphérie de ma conscience. Le 3e jour de notre voyage, elle forme des mots pour la première fois. Souvenez-vous, il s'agit de ce seul mot répété comme un mantra. Souvenez-vous, souvenez-vous de ce qu'on m'a appris. Mon passé n'a aucune importance. L'homme que j'étais avant de devenir un chevalier gris est mort. Ces souvenirs, un vecteur potentiel de corruption. Nous naissons nouveaux au service de l'empereur. Les cendres de notre histoire dispersées parmi les étoiles. Il n'y a rien à retenir, si ce n'est le devoir. Rien à savoir, si ce n'est l'ennemi. Pourtant le mot persiste, comme un caillou dans la botte. De mes pensées, impossible à déloger ou à ignorer. Souvenez-vous, le 7e jour, je suis jumelé avec mon frère Varric lors des exercices de combat. Il est plus jeune que moi de quelques années, siècles, mais son habileté avec une épée de force némésis est sans égal au sein de notre force de frappe. Alors que nos lames s'entrechoquent dans le lait, dans la cage d'entraînement, je sens sa présence psychique effleurer la mienne, une pratique courante chez les nôtres pour se préparer à télépathie sur le champ de bataille. Au moment du contact, ses pensées se figent. À l'âme, il aperçut le murmure. Il se retire de notre combat, prenant 3 des pas précis en arrière, son épée tenue en position défensive. Ses yeux, les seuls une partie de son visage était visible sous son casque, crispé par la suspicion et l'inquiétude. « Tu es compromis, mon frère, dit-il, à la fois à voix haute et par le lien télépathique qui nous unit. Il y a quelque chose dans vos pensées qui cela ne devrait pas être là. Je ne le nie pas. Le mensonge est une autre de nos faiblesses, projet de notre être. Je confirme avoir vécu une anomalie, une voix qui ne porte aucune trace de chaos que je peux détecter. J'explique ma décision de l'étudier plutôt que de la signaler immédiatement, en présentant mon choix comme une évaluation tactique plutôt que la curiosité qu'elle représente réellement. Je le sais, Var n'est pas convaincu. Le protocole exige qu'il en informe l'aumônier qui nous soumettront à un examen psychique et, si nécessaire, à des rituels de purification. Cela me permettra de me vider l'esprit une fois de plus. Si la voix est effectivement une voix démoniaque subtile, si j'avais une telle influence, de telles mesures seraient appropriées.
Dans le cas contraire, j'aurais manqué à mon devoir en le dissimulant, et une punition sera toujours justifiée. Pourtant, alors que Varik ouvre la bouche pour appeler l'aumônier, un murmure résonne dans mon esprit. Des changements. Il ne se contente plus de répéter « Souviens-toi ». Maintenant il parle directement, avec insistance, ces mots clairs et distincts. Il est l'un des volets, dit-on. Comme toi, un fragment de plusieurs hommes. Interroge-le sur Sendaris. Je n'en ai jamais entendu parler. Sendaris. Ce nom ne signifie rien pour moi. Pourtant, je me surprends à le prononcer à voix haute. Il observe attentivement la réaction de Varik. L'effet est immédiat et profond. Le bras armé tremble d'un mouvement infime qui serait imperceptible pour tout observateur. Sauver l'un des nôtres. Sa présence psychique. Il y a quelques instants, un mur de pensée discipliné ondule. Confusion. Comment connais-tu ce nom? Il exige. Sa voix creuse au fond de sa tête. Casque, je lui dis la vérité. Je ne connais pas le nom. La voix m'a dit de dire. Pendant un long moment, nous restons silencieux. Deux guerriers prêts à se battre, au bord du conflit. Puis, lentement, délibérément, Varik abaisse sa lame. Il admet tendre des murmures. Depuis le début de cette mission, je croyais, il s'agissait des preuves de ma pureté, envoyées par l'aumônier, pour évaluer ma résistance. Des noms et des lieux que je ne devrais pas connaître, des fragments de mémoire qui ne m'appartiennent pas. Cet aveu change tout. Si Varik présente également ces phénomènes, alors cela ne peut être corruption aléatoire. Il y a un but, une logique, quelque chose de lié à notre mission auprès de Phobos Tertius et de son million d'âmes perdues. Quelque chose que nous devons faire. Nous devons le comprendre pour réussir. Nous convenons de garder notre secret commun, au moins jusqu'à ce que nous puissions en déterminer la raison. C'est significatif. Il s'agit d'une violation du protocole qui pourrait nous exposer tous deux à des sanctions psychiatriques. Nous nous laverons les mains à notre retour sur Titan. Si nous y retournons, les jours restants de notre lutte, le voyage se déroule dans une tension croissante. Varik et moi gardons les apparences d'une vie normale. Participons aux exercices et nous prions avec la même concentration disciplinée qu'auparavant. Pourtant, dans les brefs instants entre les activités, nous échangeons des informations sur les murmures que nous percevons. Ils sont similaires, mais pas identiques. Les miens parlent de le souvenir, lui parle d'éveil. Là où les miens portent le poids de l'âge et de la sagesse, les siens portent la passion, l'intensité de la jeunesse. Le dernier jour avant d'atteindre Phobos Tertius, pendant l'heure qui précède le sommeil, les murmures dans mon esprit se fondent en une seule pensée cohérente. Message. Il ne se présente pas comme un son, mais comme une pensée pure qui court-circuite mes oreilles pour parler. Directement à ma conscience. Tu n'as pas toujours été malin. Il est dit, avant les chevaliers gris, avant le lavage de cerveau et le conditionnement hypnotique, tu avais un autre nom, une autre vie, comme tu as frère l'ont fait. Des coches de cicatrices psychiques. Sur Phobos Tertius, ces fragments référant surface. Là-bas, la frontière entre passé et présent s'est estompée. Les morts parlent à nouveau aux vivants. Préparez-vous. Fragments de nombreuses âmes. Préparez-vous à vous souvenir de ce qui vous a été pris. Je mens. Je suis resté éveillé pendant des heures, à ressasser ces mots, à les examiner sous tous les angles. Et si c'était vrai, sommes-nous, les chevaliers gris, plus que ce que l'on nous a laissé croire? Les implications sont perturbantes, voire hérétiques. Je ne peux pourtant pas les ignorer. La voix porte en moi une conviction qui résonne profondément, touchant des cordes dont j'ignorais l'existence. Quand le sommeil finit par m'emporter, mes rêves sont peuplés de visages inconnus. Des hommes et des femmes crient des noms qui me sont étrangers, des champs de bataille que je ne connais pas. Jamais vu face à des ennemis aussi banals comparés aux horreurs que j'ai affrontées. En tant que chevalier gris, une vie, voire plusieurs, sont en jeu, qui appartiennent à quelqu'un d'autre, à quelqu'un que j'étais.
Je me réveille au son du alerte du vaisseau. Klaxon. Nous sommes arrivés à Phobos Terre. La planète qui remplit notre hublot d'observation ne ressemble guère au monde sanctuaire décrit lors de notre briefing. Sa surface, autrefois recouverte des structures ordonnées de l'architecture impériale, elle se tord désormais de croissance organique. De vastes vrilles de tissus corrompus s'étendent depuis le centre d'entraînement principal, atteignant la haute atmosphère comme les membres de certaines créatures monstrueuses. Le monde entier palpite d'une lumière malsaine, le rythme correspondant au battement de cœur d'une créature en proie à une violente fièvre. Notre croiseur d'attaque entre en orbite. Avec prudence, ces capteurs sondent la surface de la planète à la recherche de signes de l'entité que nous cherchons. Les données sont incohérentes. La biomasse recouvrant Phobos Terres se manifeste à la fois comme vivante et morte, organique et mécanique, psychiquement actif, mais spirituellement vide. C'est comme si le monde lui-même était devenu un paradoxe. Question sans réponse. Le grand maître Vardan nous convoque au poste de pilotage. Son visage émacié ne laisse transparaître aucune émotion tandis qu'il analyse les données des capteurs. Mais le poids de sa présence psychique s'est accru, signe évident de son inquiétude. Quand il parle, sa voix est mesurée, sans rien laisser paraître de la gravité de notre situation. L'entité que nous cherchons est au cœur du primaire centre de formation. Il nous explique qu'il a fusionné avec l'infrastructure de la planète. Nous utiliserons les corps et les esprits des psycheurs déchus comme matériaux de construction pour une nouvelle forme. Notre approche sera directe. Nous nous téléporterons dans l'installation. Nous nous frayerons un chemin jusqu'à la chambre centrale et nous détruirons l'entité avant qu'elle ne puisse achever sa transformation. Une fois bannie, nous nous retirerons, ainsi que la flotte va mettre en œuvre des protocoles d'extermination. C'est un plan simple, élégant dans sa conception. La franchise, c'est aussi presque certainement une condamnation à mort. Personne ne s'y oppose. Mourir au service de l'empereur. Voilà le destin pour lequel nous avons été créés. Notre seul important, c'est le succès, pas la survie. Alors que nous nous préparons à la téléportation, je ressens, les murmures s'intensifient. Ils ne viennent plus comme des voix distinctes, mais comme un chœur. Des dizaines, voire des centaines de présences effleurent mon esprit. Elles apportent avec elles des fragments de mémoire, des éclats de des vies que je n'ai jamais vécues. Un garçon de ferme sur une planète agricole, regardant les vaisseaux de Xénos descendre à travers l'atmosphère. Un gang de la ruche se bat pour un territoire dans la cité souterraine d'un monde oublié. Un érudit, élève progéniteur, brillant dans l'entraînement psychique, englouti par les vaisseaux noirs. Ce ne sont pas mes souvenirs, et pourtant, elles me semblent aussi réelles que n'importe quelle expérience que j'ai vécue en tant que chevalier gai. Plus réelle encore, d'une certaine manière non entachée par le détachement clinique, avec lequel j'ai observé 3 siècles de guerre contre le démoniaque. Je regarde Varric, debout à côté de moi dans la chambre de téléportation. Son visage, désormais visible grâce à l'aimantation de son casque à sa ceinture, est un masque de concentration. Pourtant, sous ce masque, sous cette apparence disciplinée, je perçois un trouble qui fait écho au mien. Lui aussi se souvient des vies qu'il n'a jamais vécues. Avant que je puisse lui parler, la séquence de téléportation commence. La réalité se dissout autour de nous. Des molécules désassemblées et projetées dans le warp, guidées par les navigateurs du vaisseau vers notre destination. Pour une fraction, pendant une seconde, nous existons en tant qu'information pure, vulnérable aux prédations des entités du warp. Puis, avec là, un éclair d'air déplacé, et nous rematérialisons. La scène qui s'offre à nous défie toute explication simple. Description. Nous nous trouvons dans ce qui était autrefois le grand hall d'entrée du centre de formation principal. Le plafond voûté, autrefois orné d'images de la gloire de l'empereur, elle s'affaisse désormais sous le poids d'excroissance pendante qui pulse d'une lumière maladive. L'ozolen marbre était
remplacé par un tapis de chair grouillante. Et chaque carreau est désormais une bouche qui halète et gémit, et voix humaines. L'air est saturé de l'odeur de la corruption. Et voix humaine. L'air est saturé de l'odeur de la corruption. Un myasthénie de la viande en décomposition et de l'ozone qui submergerait les sens humains non stimulés. Même à travers les filtres de nos casques, l'odeur est presque insoutenable. Une représentation physique de la décadence spirituelle qui a conquis ce monde. Nous formons un cercle défensif. Les stormbolters sont levés. On scrute les alentours à la recherche de menaces immédiates. Aucune ne se présente. Le hall est vide. Hormis les mutations architecturales qui nous entourent, cette absence de résistance est plus inquiétante qu'une attaque. Une attaque immédiate aurait été nécessaire. Cela suggère la confiance de notre ennemi, la conviction que nous ne représentons aucune menace. Menace importante. Le grand maître Varsden signale notre avancée. Nous avançons parfaitement. Coordination, chacun de nous couvrant un arc de feu. Nos mouvements synchronisés par des siècles d'entraînement et le lien télépathique subtil qui nous unit. Nos bottes résonnent sur le sol. Ils se détournent de nous comme s'ils souffraient. Les chevaliers gris sont une abomination pour les créatures du warp. Notre existence même est un rejet de leur réalité. Alors que nous approchons du couloir central, nous mènera à notre objectif. Les murmures dans ma tête se font plus forts, plus insistants. Ils ne semblent plus extérieurs. Ils émergent de l'intérieur. Des souvenirs se brisent à travers les barrières érigées lors de ma création. Je lutte pour maintenir ma concentration, pour garder mon bolter stable et l'esprit clair. À côté de moi, je sens Varric faire face à une bataille similaire. La première attaque survient sans prévenir. Le plafond au-dessus de nous se déchire et une marée de chair corrompue déferle, se déverse. Non pas des démons comme nous l'avions imaginé, mais les corps transformés de les anciens habitants du monde sanctuaire. Leurs formes ont été remodelées, leurs membres allongés et multipliés. La peau arrachée, laissant apparaître les muscles et les nerfs. Les yeux remplacés par des globes palpitants d'énergie de distorsion. Pourtant, malgré ces mutations, leur visage reste reconnaissable comme humain, figé dans expression de souffrance et de désespoir. Nous réagissons instantanément. Des siècles d'entraînement, passé le choc initial de la reconnaissance, les bolters d'assaut rugissent. Chacun, le cercle béni atteint sa cible, déchirant la chair corrompue avec une efficacité brutale. Mon ennemi juré, Albert, chante tandis que j'active son champ d'énergie. La lame, elle irradie d'énergie psychique, tandis qu'elle tranche membres et tête aux créatures qui déferlent sur nous. Elles sont nombreuses, mais fragiles. Leur corps transformé sacrifie leur résistance à une apparence horrible. Ce qui les rend dangereux, c'est non pas leur forme physique, mais l'énergie psychique qui pulse en eux. À leur mort, cette énergie est libérée par un coup de puissance warp brute, chacune s'abattant sur nos boucliers mentaux, comme des tirs d'artillerie contre les remparts d'une forteresse. Pour la plupart des marines de l'espace, même ceux ayant une formation de bibliothécaire, un tel assaut serait accablant. Pour nous, c'est simplement éprouvant. Nos défenses tiennent bon, même si je ressens la pression. On construit à chaque psychique corrompu qu'on envoie. C'est comme retenir sa respiration sous l'eau, tenable pour l'instant, mais pas indéfiniment. Nous avançons, laissant derrière nous un cortège de cadavres démembrés. Derrière nous, le couloir se rétrécit à mesure que nous avançons. Les murs se resserrent, non pas par un mouvement physique, mais par l'accumulation de croissance et de mutation qui se propagent comme des champignons sur toutes les surfaces. Bientôt, nous sommes contraints d'avancer en file indienne.
Le grand maître va d'ordre en tête, moi-même en deuxième. Les autres suivent par ordre d'ancienneté. C'est dans cette formation vulnérable que se trouve la seconde vague de défense. Le sol sous nos pieds se liquéfie, passant de matière solide à un bourbier semblable à des sables mouvants dans l'espace d'un battement de cœur. Nous commençons à couler, les tissus vivants tirant sur notre armure, cherchant à nous entraîner dans ces profondeurs. Simultanément, les murs s'animent avec des armes, non pas les appendices biologiques rudimentaires des psychères transformés, mais de véritables armes impériales intégrées à l'architecture vivante. Des canons laser et des automates. Des canons, leurs tubes désormais fusionnés à la chair, leurs mécanismes actionnés par des pulsations musculaires. Ils s'ouvrent feu, une fusillade de faisceaux d'énergie et de projectiles convergents sur notre position. Notre armure régisse absorbe une grande partie des dégâts. Ces plaques de céramique multicouches et ces protections psychiques déviennent ce qui serait autrement des coups fatals pour n'importe quelle marine de l'espace de moindre envergure. Malgré tout, nous ne sommes pas indemnes. Frère Tout, à l'arrière de notre formation, reçoit un tir de canon automatique sur son poudron gauche. L'impact le fait tourner sur lui-même. Avant qu'il ne puisse stabiliser sa position, le grand maître Vardan réagit avec une fureur contenue. Levant son épée de la force Némésis levée, il canalise son immense pouvoir psychique à travers l'arme. Une vague de force pure jaillit de là. La lame, s'abattant sur les murs et le plafond, arrache les armes corrompues de leur fixation et ouvre un passage en avant. D'un simple mouvement de pensée, Vardan active son téléporteur, un appareil Relié au téléportarium de notre croiseur d'attaque, il disparaît en instant pour réapparaître 10 mètres plus loin, au-delà de la zone de sol liquéfié. En parant nous suivons, chacun de nous déclenchant son home run pour effectuer le cours, saute par téléportation. Une telle utilisation de la technologie de téléportation est risquée. Chaque activation crée une brèche momentanée dans le voile entre l'espace réel et la distorsion. Une brèche qui pourrait être exploitée par les entités mêmes que nous traquons. Mais l'alternative, rester piégé dans le vide dans des sables mouvants, est inacceptable. Alors que je me rematérialise à côté de Van, les murmures, dans mon esprit, tout s'est cristallisé en un seul souvenir obsédant. Je ne vois plus ce garçon. Plus de 12 années terrestres passées dans une chambre stérile, à bord d'un vaisseau noir. Les yeux rougis par les larmes, les épaules affaissées, vaincu. En face de lui est assis un inquisiteur, le visage dissimulé derrière un masque d'argent et d'or. L'inquisiteur, il fait glisser une ardoise de données sur la table. Dessus figure un contrat écrit en caractères gothiques, trop complexe pour que le garçon puisse le comprendre pleinement. Signez ceci, dit l'inquisiteur, et vous servirez l'empereur d'une manière que peu peuvent imaginer. Vous serez transformé en quelque chose de plus grand qu'humain, une arme, contre les plus grandes menaces auxquelles l'humanité sera jamais confrontée ou qu'elle refusa, et nous le ferons. Vous exécutez maintenant, car vous êtes un vecteur potentiel de corruption. Le choix vous appartient, mais c'est le seul choix que tu auras à faire à nouveau. Le garçon signe, non par courage, ou par dévotion, ou compréhension, mais par simple peur, peur de la mort, peur de la mort, peur de la mort. La plus humaine des motivations. Je réalise avec un choc de reconnaissance que ce garçon, c'est moi, pas Malas le chevalier gris, mais celui que j'étais avant. Il ne s'agit pas d'un souvenir implanté, ni d'une tromperie démoniaque. Il s'agit de la vérité enfouie sous la surface. Des couches de conditionnement et de chirurgie psychique refont surface dans ce lieu où les barrières entre le passé et le présent se sont raréfiées. La révélation menace de me submerger, mais des siècles
Les réflexes disciplinaires reprennent le dessus. J'enfouis ce souvenir, me concentrant sur le reste. Mission immédiate. Nous aurons le temps de réfléchir plus tard, si nous survivons. Pour l'instant, il n'y a que le chemin à suivre, l'ennemi devant nous, le devoir que nous devons accomplir. Nous poursuivons notre route, nous enfonçant toujours plus profondément dans le cœur corrompu de l'établissement. Les couloirs se tordent et se ramifient de façon à sec. Elles contredisent les plans architecturaux que nous avons étudiés durant notre voyage. C'est comme si le bâtiment lui-même était un organisme vivant. Sa mise en page change pour nous désorienter et nous séparer. Seul le grand maître, le sens de l'orientation infaillible de Vardorten, guidé par son lien avec l'empereur, nous maintient sur la bonne voie. Chemin, les attaques se poursuivent, des vagues de psychères corrompus, entrecoupées de plus en plus, des défenses élaborées, des murs qui sientent de l'acide, des sols qui se dressent en pointe, des formations qui tentent de nous transpercer par les articulations de nos armures, des plafonds qui déversent des flammes fantastiques, des flammes qui consument l'esprit plutôt que le corps. Malgré tout, nous avançons, nos effectifs diminuent. Frère Moret tombe lorsqu'une section du mur explose vers l'extérieur, révélant un nid de ce qui furent jadis des nourrissons humains, désormais transformés en amas grouillants de dents et d'os. Il l'encercle. Avant même qu'il puisse dégainer son arme, il la glisse à travers son armure au point faible, atteignant la chair en dessous. Le cri de mort résonne, à la fois de manière audible et psychique, un double coup dur pour notre morale. Frère Kell est le prochain, disparu quand le sol se dérobe sous ses pieds, le faisant tomber dans une chambre en contrebas. On entendit le crépitement de son bolter d'assaut pendant plusieurs minutes, un rythme de destruction constant qui s'estompa progressivement. Il ralentit, puis s'arrête complètement. Nous ne retournons pas le chercher. La mission doit continuer, quelles que soient les pertes. Au moment où nous atteignons la chambre centrale, il ne reste que 6 et nous restons. Le grand maître Varden, moi-même, Varek et 3 autres. Nous avons parcouru près de 2 kilomètres de territoire corrompu. Chaque mètre a été payé en sang et en énergie psychique. Nous ne sommes pas épuisés. La physiologie améliorée d'un marine spatial ne s'épuise pas si facilement, mais nous sommes diminués. Notre psychique, nos réserves s'épuisent, nos stocks de munitions sont réduits à des niveaux critiques. La porte à chambre centrale se dresse devant nous, un portail massif en adamantium transformé par la corruption, l'influence du warp. Là où se trouvait jadis l'Aquila impériale, on trouve désormais une sculpture en relief représentant des hurlements, des visages, chacun figé dans un instant d'agonie extrême. Les visages bougent, les yeux, clignement des yeux, bouche s'agitant dans une supplique silencieuse implorant grâce ou délivrance. Grand maître Varden s'approche de la porte sans hésiter. Il pose la main sur sa surface et pendant un bref instant, je le vois non pas comme le commandant implacable de notre ordre, mais comme un vieil homme, épuisé au-delà de toute mesure. Le calcul, le poids d'un fardeau que peu pouvaient comprendre. Puis l'instant passe. Le sien, sa colonne vertébrale se redresse et une énergie psychique jaillit de son gantelet et se répand dans le métal corrompu. Les visages sur la porte, un cri à l'unisson, un son qui transcende le physique pour labourer nos esprits comme des griffes de pure malice. Puis le silence se fait, la sculpture en relief se fait sur les mêmes, le métal coulant comme de la cire pour créer une ouverture suffisamment large pour nous puissions passer. Au-delà se trouve notre destination et la source de la corruption qui a importé Phobos Tertius. La salle centrale du centre d'entraînement était autrefois un vaste amphithéâtre conçu pour permettre aux psychiatres confirmés de démontrer leur technique à des centaines d'étudiants. Autrefois, c'était différent. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui défie toute description rationnelle. Les gradins ont fondu
et réformés en une série de cercles concentriques. Chacun était composé de torses humains encore vivants, leur partie inférieure, des corps fusionnés avec la structure. Leurs bras s'élancent à l'infini vers le ciel, comme en supplication. Au centre, là où le lit, l'air de démonstration, où se dressait autrefois, plane l'entité que nous sommes venus détruire. Sa forme se transforme et ondule, sans jamais se fixer, une seule apparition. Un instant, elle ressemble à un immense cœur humain, des veines et des artères s'étendant vers l'extérieur pour se connecter à l'architecture vivante de la chambre. Ensuite, c'est un tourbillon, un vortex de visages, des milliers, chacun appartenant à l'un des psychères qui ont péri lors de la corruption initiale de le monde. Alors c'est un pilier de pure lumière, si brillante qu'elle devrait nous aveugler, et pourtant, d'une certaine manière, elle est sombre en son cœur, comme si elle absorbait la lumière même qu'elle produit. Elle est belle dans son aura, un chef-d'œuvre de corruption qui témoigne autant de l'art du chaos que de sa malveillance. En la regardant, je ressens quelque chose d'inattendu, ni peur, ni dégoût, 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 ni dégoût. Au lieu de cela, nous ressentons un terrible sentiment de reconnaissance, de parenté. L'entité perçoit notre présence. Comment pourrait-il en être autrement? Nous restons là, immobiles, une opposition radicale à tout ce qu'elle représente. Si guerrier d'argent contre les ténèbres incarnées, et elle parle, non pas par une voix physique, mais directement dans nos esprits, en court-circuitant notre système psychique, des défenses, comme si elles n'existaient pas. Frère, dit-on, et la parole porte un mélange de tristesse et de joie. Tu es enfin rentré chez toi. Le grand maître Vardan répond par des actes plutôt que par des mots. Il invoque son ennemi juré, force et épée. Il charge avec une vitesse qui dément son physique ancien. Le reste d'entre nous suit, se dispersant pour attaquer l'entité, sous de multiples angles, comme nous nous y sommes entraînés pendant des siècles. L'entité ne fait aucun mouvement pour se défendre. Elle demeure au centre de la chambre, sa forme continuant de se transformer, et le flux, alors que la lame de Vardan frappe, traversant le perpétuel changement, la substance de la forme du démon, dit-il à nouveau. Milan, dit-il, utilisant un nom que je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez devenir? L'empereur, bourreau, aveugle et obéissant, purifiant les mondes sans questionnement ni remords. Regarde-moi et vois-toi, non pas tel que tu es, mais tel que tu aurais dû être, tel que tu pourrais encore être. Vardan, il hésite, sa lame fichée dans la forme de l'entité. Pour la première fois dans le j'ai servi sous ses ordres pendant 3 siècles, et je vois le doute traverser son visage, une fissure momentanée dans sa façade parfaite, de la certitude qui définit un grand maître de notre ordre. L'entité en tire profit de cette hésitation. Des tentacules de chair corrompue jaillissent de sa forme, s'enroulant autour des bras et des jambes de Vardan. Son torse et son cou l'attirent dans sa masse. Il se débat, son légendaire. Des forces se déchaînent contre ses liens contre nature, mais ils tiennent bon. Lentement, inexorablement, il est aspiré au cœur de l'entité. Son armure d'argent disparaît sous un flot de corruption. La chair, nous réagissons instantanément, déchaînant toute la fureur de nos armes restantes. Les Stormbolters rugissent. Chaque tir est emporté avec une précision née de siècles d'entraînement. Les armes de Némésis crépitent de feu psychique, tandis que nous canalisons notre pouvoir à travers elles, frappant les tentacules qui ont serré. C'est ce qu'affirmait notre chef. Pourtant, pour chaque tentacule que nous coupons, 2 autres prennent sa place. Ici, Vardan poursuit sa descente au cœur de l'entité. Frère Saraphel est le premier à tomber, alors qu'il projette son ennemi juré, Damon Hammer, au cœur de l'entité.
Un visage se forme à sa surface, juste devant lui. Lui, c'est son visage, mais pas tel qu'il est maintenant, propre, rasé, et marqué par les cicatrices d'innombrables batailles. Ce visage est plus jeune, sans cicatrices, encadré par de longs cheveux et arborant une expression de paisible contemplation. Le visage d'un érudit, non d'un guerrier. Saraphil se fige son marteau à demi levé pour un autre coup. Dans ce moment de sans hésiter, l'entité frappe. Une lance de chair durcie jaillit de sa masse. Il a traversé la lentille oculaire du casque de Saraphil et est entré dans son cerveau. Il meurt sur le coup, son corps basculant en arrière, le cri de mort psychique étouffé avant même de pouvoir se former. Frère Tout, c'est ensuite, alors qu'il tire avec son bolter d'assaut sur la masse de l'entité, il faut la silhouette d'une jeune femme. Ses traits exprimant la trahison et l'accusation. Le feu de Tully ne cessa, chaque éclair déchirant l'image de la femme. Pourtant, sa présence psychique vacille, entre doute et reconnaissance. Saignement s'échappe de ses pensées disciplinées. Un tentacule jaillit, s'enroule autour de sa cheville et le tire hors de la pièce. L'équilibre. D'autres tentacules apparaissent, l'enveloppant d'un cocon de chair corrompue qui écrase son armure comme du parchemin. Des plaques de céramite, suppliant vers l'intérieur, ou perforées ceras organ, suralimentes, autres frères, fauchés en l'espace. De quelques battements de cœur, nos forces sont réduites à 3 serres. Veric, mon frère Kazan et moi, nous continuons le combat. Nos actions synchronisées par des siècles d'entraînement commun, chacun protégeant les autres. Notre feu concentré sur le leur. Le cœur de l'entité ouvert afghane a été emmené. Ce n'est pas suffisant. L'entité est trop puissante, trop ancrée dans ce lieu de résonance psychique. Il joue avec, nous laissant nos attaques porter sans effet apparent, ripostant par des contre-attaques qui mettent nos défenses à l'épreuve, s'engageant pleinement dans notre destruction. Il s'agit de nous étudier, d'apprendre nos schémas de fonctionnement, nos faiblesses. Nous nous préparons à quelque chose. Kazan le comprend le premier, replie. Il envoie des messages via notre lien télépathique. Elle joue avec nous. Nous devons nous retirer et ordonner à la flotte de commencer immédiatement l'exterminatus. Il a raison. Bien sûr, les paramètres de la mission le permettent pour une telle décision. Si la cible s'avère trop puissante pour une confrontation directe, un bombardement orbital devient l'option principale. Pourtant, j'hésite. Verdun est toujours dans les parages. Une entité, peut-être encore en vie, se retirer maintenant, c'est l'abandonner à un sort pire encore que la mort. Tandis que je me débat avec cette décision, Kazan prend les choses en main. De ses propres mains, il active son téléporteur, Homer, se préparant à retourner au croiseur d'attaque en orbite. L'entité réagit instantanément. Toute sa forme se projette en avant, engloutissant Kazan avant que la séquence de téléportation peut s'achever. Un instant, sa silhouette est visible à l'intérieur, la masse corrompue, une silhouette argentée se détachant sur l'obscurité. Puis il disparaît, les signes de sa vie s'évanouissant de ma mémoire, les capteurs automatiques de l'armure. Désormais, Veric et moi sommes seuls dos à dos au centre d'un. Cette chambre est devenue un véritable abattoir pour les guerriers d'élite de l'Imperium. La situation est plus que désespérée. Pourtant, la reddition n'est pas dans notre nature, ni dans notre conditionnement. Nous allons combattre jusqu'à épuisement, puis déclencher le dispositif de sécurité psychique de notre armure. Faire de notre mort un ultime acte de défiance contre la corruption qui nous entoure. Alors que nous nous préparons à cela, ultime résistance, l'entité parle à nouveau, sa voix provenant désormais de toutes parts, comme si toute la chambre est devenue sa bouche. Vous ne comprenez pas ce que vous visage. Fragment d'âme volée. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton salut. Je suis ce que tu étais destiné à devenir. Des images m'assaillent, trop vite et trop nombreuses pour que je puisse les saisir pleinement. 1000 des visages, 1000 vies,
toutes finissant de la même manière. Sélection par le noir navire, transport vers Titan, rituel de purification et esprit, un nettoyage qui transforme les psychères ordinaires en chevaliers gris. Mais il y a encore des choses que je n'aurais jamais dû savoir. Je vois la véritable nature de notre création. Comment 1000 psychères sont sacrifiés pour créer un seul chevalier gris. Pas seulement par le conditionnement hypnotique et la chirurgie psychique, comme on me l'avait enseigné, mais par un processus bien plus terrible et profond. Les candidats les plus prometteurs voient des fragments de leur âme extraits et combinés, créant un être composite, doté d'un potentiel psychique extraordinaire. Les donneurs ne survivent pas à ce processus. Leurs fragments d'âme restants, endommagés, sont détruits et incomplètes. Elles sont déposées sur le trône de l'empereur, du carburant pour l'astronomicon qui guide l'humanité à travers la distorsion. Je ne suis pas un homme recréé et purifié. Je suis 1000 des hommes, leurs essences récoltées et assemblées comme une courte pointe, leurs identités individuelles subsumées dans un nouveau trou. Une chimère d'âme créée par un processus que l'Inquisition elle-même a mis au jour. Il déclarait cela hérétique si c'était fait par quelqu'un d'autre que Kaelin reçoit ces mêmes visions. Je ressens son horreur et son incrédulité comme si elles étaient les miennes. La discipline parfaite d'un chevalier gris qui craque sous le poids des révélations, difficile à contenir. Pourtant, sous le choc se cache aussi un terrible sentiment de reconnaissance de la vérité après des siècles de déni. L'entité fait pression. Son avantage ne réside pas dans les attaques physiques, mais dans un plus grand nombre de souvenirs débloqués des profondeurs les plus profondes. Notre esprit composite. Il nous montre les visages de ceux dont les fragments d'âme constituent notre être. Il nous montre leur vie, leurs espoirs, leurs peurs, leurs sacrifices involontaires pour créer ce que nous sommes devenus. Ce sont vos frères, dit l'entité, pas les guerriers tombés ce sont les hommes qui vous ont accompagnés jusqu'ici, mais pas ceux dont les âmes ont été moissonnées pour vous créer. Les hommes qui n'ont jamais choisi leur destin, à qui l'on avait dit qu'ils étaient formés pour servir l'empereur, pour finalement être réduits à néant, comme des matières premières dans une forge. Ne leur devez-vous pas plus qu'une obéissance aveugle? À ceux qui ont commis cette atrocité, ne leur devez-vous pas de souvenirs? À tout le moins, je veux nier ces révélations, les rejeter comme démoniaques, des mensonges destinés à affaiblir ma détermination. Pourtant, je n'y parviens pas. Les souvenirs qu'ils ont réveillés. Elles portent le poids indéniable de la vérité, résonnant en moi avec des parties dont j'ignorais l'existence, des parties qui étaient destinées à rester ensevelies à jamais, à mes côtés, Kaelin s'agenouille, son épée de force ennemie à la main, tombant de doigts insensibles. Sa présence psychique, normalement une forteresse de la pensée disciplinée, est désormais un tourbillon de confusion et d'angoisse. Je passe à le défendre en me plaçant entre son corps vulnérable et l'entité qui a réduit notre force de frappe en ruine. Pourquoi? Montrez-nous cela, je vous le demande, à voix haute et par la pensée témote. Quel est le but de ce cité? Le savoir ne sert-il qu'à tourmenter ceux qui sont impuissants face au passé? La forme de l'entité se métamorphose, à nouveau se logeant dans une forme monoïde composée de milliers de visages, chacun appartenant à un psychère mort pour créer les chevaliers gris. En son centre, où le cœur serait dans un corps humain, une sphère de lumière dorée palpite, rappelant la signature psychique de l'empereur. Et pourtant en quelque sorte différent, plus pur, peut-être, moins accablé par des millénaires de souffrance. Parce que tu peux le changer. Varos, répond l'entité. Toi et tous tes frères, vous avez été créés pour être des armes contre le chaos, des outils aveugles maniés par un impérium si effrayé par la corruption que elle est devenue ce qu'elle craint le plus. Mais vous pouvez être plus. Vous pouvez être ce que l'empereur avait véritablement les intentions qu'il souhaitait avant que l'Inquisition ne pervertisse sa vision. Gardiens de l'humanité qui se souviennent de ce que signifie être humain, guerriers qui combattent non par obéissance aveugle, mais par amour pour ceux qu'ils protègent. Cela s'étend, une main composée de visages entrelacés, tendue vers moi dans un geste presque suppliant. Rejoins-moi, Varos.
Permets-moi de te rendre ce qui t'a été volé, pas seulement tes souvenirs, mais votre humanité, votre capacité de choix. Devenez plus qu'une arme, redeviens un homme. L'offre est séduisante par sa simplicité. Se souvenir, ressentir, être à nouveau entier, être plus que l'arme vivante que j'étais forgé pour devenir. Un instant, j'accepte presque, puis je me souviens de mon but. Je n'ai pas juré quand j'ai été emmené par les navires noirs, enfant effrayé et sans défense. Je ne comprenais pas ce qui l'attendait, mais des siècles plus tard, lorsque je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, j'ai fait le serment de protéger l'humanité de des horreurs qu'elle ne peut comprendre. S'opposer aux ténèbres qui voudraient consumer toute vie, tout espoir. Un serment que j'ai fait, maintenu à travers 300 ans de guerre contre les plus grands ennemis que l'humanité ait jamais affrontés. Je lève ma force ennemie, Albert, canalisant toute l'énergie psychique qui me restait dans sa lame. L'arme brille d'une flamme bleue, projetant des ombres cruelles planer sur la chambre corrompue. Un cri muet, porteur de toute la fureur et du chagrin. Des révélations se sont éveillées en moi, je l'affirme. L'entité ne fait aucun mouvement, elle se défend. Elle observe mon approche avec une expression d'infinie tristesse, s'étend sur ses 1000 faces. Alors que ma lame frappe, fendant la masse sous sa forme, elle parle une dernière fois. Tu choisis l'esclavage plutôt que la liberté, arme au-dessus de l'homme. Qu'il en soit ainsi, mais sache ceci, Varos, fragment de nombreuses âmes. La vérité. On ne peut pas oublier cela. Les souvenirs ne peuvent pas être enfouis à nouveau. Vous porterez ce fardeau. Ce savoir retournera à Titan, et il se répandra parmi vos frères comme un virus, non de corruption, mais de révélation. Et quand vous serez suffisamment nombreux à vous souvenir de ce que vous êtes vraiment, de ce qui a permis de vous créer, alors le choix sera de nouveau fait. Je suis patient, je peux attendre. Alors que ma lame tranche, le cœur lumineux au centre une entité, une explosion psychique, déchire la chambre. Le souffle me projette au sol. En arrière, mon armure absorbe une grande partie du choc lorsque je m'écrase contre un mur corrompu. Des runes d'avertissement s'illuminent. L'écran de mon casque affichait des messages indiquant des dommages à plusieurs systèmes. Mon système amélioré, la physiologie compense, les analgésiques s'activent automatiquement, les stimulants inondant mon sang pour me maintenir conscient et me permettre de combattre efficacement. Lorsque ma vision s'éclaircit, je vois que l'entité est disparue. À sa place se trouve un cratère de pierre calcinée. Les excroissances corrompues qui recouvraient la chambre se dessèchent et s'assombrissant à mesure que la force qui les animait se dissipe. Taran Jito au centre du cratère, son armure fissurée et fumante mais intacte. Ces signes vitaux, je le perçois dans mes autosensoriels, faibles mais constants. Séverin est toujours agenouillé là où je l'ai laissé. Il était là, la tête baissée, son épée inutilisée à son côté. Je m'approche de lui, avec prudence, incertain de son état mental après les révélations que nous avons vécues. Lorsqu'il lève la tête à regard de moi, je vois que son visage est mouillé de larmes, une expression d'émotion. Je n'ai jamais rien vu de tel chez un frère de notre ordre. Est-ce vrai? Demande-t-il, sa voix à peine audible même pour mon ouïe fine. Sommes-nous vraiment des abominations, créées par le sacrifice de l'innocence? Je n'ai pas de réponse à lui donner. Ce ne serait pas un mensonge. Au lieu de cela, Jette, il le remit sur pied, récupéra son arme et la lui remit dans les mains. La mission n'est pas terminée, lui dis-je. Nous devons ramener Taran au vaisseau, donner le signal à la flotte de commencer l'exterminatus. Les questions viendront plus tard. C'est une fausse promesse, et nous le savons tous les deux. Il n'y aura jamais de temps pour de telles questions dans la vie d'un chevalier gris. Leur poser la question revient à s'engager dans des rituels de purification, un lavage de cerveau, voire même l'exécution comme vecteur potentiel de corruption. Or, ces questions ont été posées et il est désormais impossible de les ignorer. La vérité a été révélée et il est impossible de la démasquer. Nous rassemblons les informations de Theren. Une forme inconsciente se forme entre nous et active nos téléporteurs. En un éclair de l'air déplacé, nous retournons au croiseur d'attaque, en orbite. Les prêtres technologues et les surfeurs du chapitre se précipitent vers l'avant pour emmener Therenden à l'apothicairie.
Leurs visages exprimaient une inquiétude appropriée pour un grand maître déchu. Mais trahissés, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé à la surface. Comment pourraient-ils le savoir? Ils ne voient que 3 guerriers revenir d'une mission à laquelle 9 personnes se sont lancées. Un taux de perte élevé, certes, mais pas sans précédent dans notre métier. Ils ne voient pas les blessures invisibles que nous portons, les fractures au sein de notre apparence parfaite. Une discipline qui a façonné notre existence pendant des siècles. Alors que l'aube pointe dans l'orbite, j'envoie le signal, ce qui condamnera Phobos Tertéis à la destruction. La flotte impériale en attente réagit immédiatement. Des vaisseaux se dirigent vers position de bombardement, systèmes d'armes se préparant à l'apocalypse qu'ils sont sur le point de déclencher. En quelques heures, la planète sera réduite à une boule de roche radioactive inerte. Toute trace de ce qui s'y est passé sera effacée. Existence. Du moins toutes les preuves matérielles. Les souvenirs demeurent brûlants dans mon esprit, comme le Prométhée, impossible à éteindre. Les visages de 1000 hommes, chacun d'eux est un fragment de ce que je suis, leur vie, leur mort, leur inconscience. Un sacrifice pour créer l'âme que je suis devenu. Et au fond, une question. Je ne me suis jamais permis d'y penser auparavant. Est-ce que ça en valait la peine? Je n'en sais rien. Réponse, peut-être jamais. Ce que j'ai, c'est le devoir, le même devoir que j'ai. J'ai toujours eu cette vocation. Me dresser contre les ténèbres, protéger l'humanité des horreurs qu'elle ne peut comprendre. Être la vengeance de l'empereur, c'est manifester sa balle d'argent, visant le cœur du chaos. Mais maintenant, j'en connais le prix, le devoir. Pas seulement dans la vie de ceux qui tombent au combat. Les frères disparus sur les champs de bataille, ensanglantés à travers la galaxie, mais dans les vies consumées pour créer chacun de nous. 1000 âmes pour forger un seul chevalier gris. 1000 hommes qui n'ont jamais choisi leur destin, à qui on a dit, ils serviraient l'empereur pour ensuite être réduits en miettes comme des matières premières dans une forge. Tandis que je vois Phobos Tertius disparaître à travers le hublot de la lance de l'aube, je fais un vœu silencieux à ceux dont les fragments composent mon être. Je le ferai. Souvenez-vous non seulement du devoir pour lequel j'ai été créé, mais aussi des hommes qui se sont sacrifiés pour me donner naissance. Je porterai, pour perpétuer leur mémoire, un acte de rébellion privée contre ceux qui voudraient faire de moi une simple âme sans âme. Ce n'est pas grand-chose. Cela ne change rien à ce qui a été fait, ni à ce qui sera fait à l'avenir. Mais c'est tout ce que j'ai. Je les offre. C'est tout ce que je peux faire pour honorer le sacrifice involontaire qui a fait de moi ce que je suis. Je suis Varos, justicier du gris, chevalier, âme de l'empereur, gardien contre les horreurs du warp. Et je me souviens, des années plus tard, je m'en souviens encore. Bien sûr, ils ont essayé de me le prendre. C'était prévisible. Le débriefing sur Titan dura 12 jours standard, selon les chronomètres du monastère forteresse. 12 jours de questions qui n'en étaient pas vraiment, d'affirmations déguisées en interrogations, d'inquisiteurs, de grands maîtres et de scribes consacrés par leur chambre, tous tournant autour du sujet qu'ils ne pouvaient se permettre de révéler à voix haute. Phobos Tertius est perdu. La souillure a été éradiquée. La mission est terminée. Ces passages, ils les ont notés. Le reste, ils l'ont condamné au silence. Kaelen était assis à mes côtés dans la chambre d'obsidienne, le visage impassible, comme celui d'un chevalier gris, mais je sentais la tension sous-jacente. Malgré les protections qui entouraient la chambre, sa présence psychique transparaissait, orageuse et brute. Taren, immobilisée dans un harnais de récupération et enveloppée dans des champs de stase, passait devant nous entre deux séances, une relique vénérée attendant d'être réparée. Aucun d'eux ne nous a demandé ce que nous avions vu au cœur de cette entité. Pas directement. Ils encerclaient la plaie
comme une blessure qu'il n'osait pas sonder. La construction Warp a-t-elle tenté de négocier? Oui. Avec quoi? Mensonge. Ce mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Il n'était pas entièrement faux. Dans l'Imperium, la vérité se mesure non à son exactitude, mais à son utilité. Si un fait sert les desseins de l'empereur, c'est la vérité. S'il le met en péril, c'est une hérésie. Ce que cette entité nous avait montré était une hérésie exquise, insupportable. Après le débriefing, vinrent les rituels. La purification Mantis fut conduite dans le sanctuaire le plus profond, sous les fondations d'adamantite de Titan. Agenouillé dans un cercle d'argent, incrusté dans la pierre noire, mon armure ôtée, je frissonnais de froid. 12 bibliothécaires du chapitre formèrent un anneau. Autour de moi, leurs bâtons plantés dans le sol, leur voix s'élevant dans un grégorien sonore, mêlant jargon de guerre et incantations. Ouvrez votre esprit, ordonna le grand bibliothécaire. Soumettez-vous entièrement à la lumière de l'empereur. J'ai obéi. Je n'avais pas le choix. L'obéissance est plus profondément ancrée en nous que dans nos os. Leurs sondes psychiques parcoururent les couloirs de ma pensée, lourdes et méthodiques. Elles trouvèrent les choses habituelles. Les cicatrices de la guerre, les souvenirs de démons terrassés, les schémas rigides d'un esprit forgé pour être une âme, et rien de plus. Elles trouvèrent, comme prévu, les réminiscences conscientes de Phobos Tersus, les flèches corrompues, la tempête warp hurlante, la forme immense et changeante de l'entité. Ils brûlèrent ces images, les scrutant de sauts de lumière jusqu'à ce que les contours s'estompent et que les détails deviennent indistincts. Le monde, la mission, la bataille, tout était réduit à une banalité rassurante. Un autre monde démoniaque, une autre victoire, une autre braise ajoutée au long bûcher fumant de l'Imperium. Mais lorsqu'ils ont enfoncé davantage, ils ont fléchi. Il y a en moi désormais des endroits qu'aucune volonté de bibliothécaire ne peut atteindre. 1000 âmes ne peuvent pas tenir parfaitement dans les canaux conçus pour une seule. J'ai ressenti leur frustration face à l'enchevêtrement labyrinthique de ce que je suis. C'est des échos superposés, des vies qui s'entremêlent comme des liturgies chantées en décalage. Chaque tentative pour percer l'essence même de mon être ne rencontrait pas de résistance, mais de complexité. Un cœur de souvenirs répondait à chaque interrogation, des voix montant et descendant en contrepoint. Un enfant, sur une planète agricole, disparu depuis longtemps, riant sous la pluie qui tombe sur une terre desséchée. Un conscrit mourant dans la boue d'une guerre oubliée. Un novice murmurant la litanie de la préparation en embarquant sur un vaisseau noir, croyant partir servir son pays. Ils se sont finalement retirés. Son esprit est dense, dit l'hindou avec précaution, complexe, mais stable. Y a-t-il une souillure? Demanda l'inquisiteur qui supervisait le rite. Non, répondit le grand bibliothécaire, et il ne mentait pas. Aucune souillure, aucune corruption engendrée par le warp, seulement le devoir, la souffrance et la loyauté envers le trône d'or. Ils m'ont déclaré pur, ils ne savaient plus quoi faire. Kaelen et Séverine subirent les mêmes rites. Lorsque je les revins dans les salles d'entraînement, leur regard était plus perçant, plus méfiant. Les questions dans leurs yeux n'avaient pas disparu, elles étaient seulement enfouies. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous sommes retournés à la guerre. Des décennies passèrent, puis des siècles. La galaxie continuait de brûler, indifférente. De nouvelles croisades furent lancées, de nouvelles hérésies fleurirent et périrent dans les flammes. J'ai mené des forces de frappe au cœur même des tempêtes warp, sur des mondes forges infestés de démons, dans les entrailles hurlantes des croisades noires. J'ai banni des entités colossales dont les noms n'ont jamais été consignés, anéanti des cultes qui, depuis des générations, rongeaient les fondements de l'Imperium. À tous égards, j'étais le parfait chevalier gris. Je n'ai jamais parlé de Phobos Tersus, mais je me suis souvenu
Durant les longues heures entre les guerres, lorsque je m'agenouillais seul dans ma cellule de méditation, j'écoutais attentivement les voix qui résonnaient en moi, avec précaution, doucement, sans intrusion, sans forcer, simplement en écoutant. J'ai appris leurs noms, pas tous, jamais tous, il y en a trop, et certains sont tombés dans l'oubli, usés par le temps, mais suffisamment pour savoir qu'il s'agissait d'hommes réels, avec une vie réelle, et non de simples figures impersonnelles qui nourrissaient ma force. J'ai murmuré ces noms dans le silence, en bougeant les lèvres sans émettre le moindre son. Ansel, Myriam, Thomas, Joren, Elijah, Paysan, Garde, Recaille, Érudit, Pèlerin. Ils avaient cru qu'ils allaient servir l'empereur. D'une certaine manière, ils avaient raison. Quand les nouveaux initiés arrivaient sur Titan, des enfants maigres et pâles, arrachés à 1000 mondes, je les observais d'un œil nouveau. Certains échouaient et étaient rejetés. Certains mouraient lors des épreuves. Certains étaient brisés et recréés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce qu'ils avaient été. Et certain, je le savais avec une froideur oppressante au cœur de l'estomac. Certains utilisaient à des fins bien plus larges que la simple manipulation génétique. Le processus qui a fait de nous ce que nous sommes est trop efficace, trop précieux, pour que l'Inquisition l'ait abandonné après une seule expérience. Phobos Turcis n'était qu'un secret parmi tant d'autres dans une galaxie bâtie sur ces secrets. Alors, j'ai attendu. Je n'ai pas prêché. Cela aurait été de la folie. Un seul mot imprudent aurait pu me condamner, ainsi que n'importe quel frère qui l'aurait entendu. L'Imperium traite les questions comme une contagion, et ses remèdes sont toujours définitifs. Au lieu de cela, j'ai cherché des fissures. Un frère qui hésita une fraction de seconde avant d'anéantir la famille d'un membre d'une secte. Un bibliothécaire dont le regard s'attarda sur un enfant en pleurs lors d'une évacuation. Un justicier nouvellement consacré qui tressaillit, presque imperceptiblement, lorsque la litanie d'obéissance atteignit le verset évoquant l'abandon volontaire de tout ce que nous sommes. Petite chose, chose dangereuse. Avec ces quelques-uns, dans le calme entre les campagnes, j'ai relâché ma discipline juste assez pour qu'ils perçoivent un murmure. Pas des mots, pas des pensées claires, juste une impression, un sentiment fugace de plus, de profondeur sous la surface lisse et polie de ce qu'on nous dit que nous sommes. Parfois, il se rétractait, les volets se refermant violemment, et je n'essayais plus. Parfois, il ne le faisait pas. Un regard échangé à travers la salle d'entraînement, un signe de tête lors d'une veillée silencieuse, un accord tacite essai. Il y a quelque chose que nous ne disons pas à voix haute, quelque chose qui n'a sa place ni dans un codex ni dans un catéchisme. Nous nous souvenons, pas tous, pas beaucoup, mais plus, je crois, qu'il n'y en avait auparavant. L'Inquisition ne comprendra jamais que sa plus grande force, l'efficacité impitoyable avec laquelle elle efface les vérités gênantes, est aussi sa faiblesse. Un homme qui ne se souvient que du devoir ne peut jamais vraiment le choisir. Il ne fait que suivre le sillon qui le ronge. Un homme qui en connaît le prix, qui en porte le poids à chaque instant et qui continue d'affronter les ténèbres. C'est autre chose. Je ne me fais pas d'illusions. Je ne suis pas un rebelle. Je ne brandirai pas de bolté contre le trône, ni ne rejetterai les symboles gravés sur ma chair. Je suis un chevalier gris. J'ai été forgé pour me dresser entre l'humanité et le warp, et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Mais je me souviendrai aussi des 1000 hommes dont les fragments rendent cela possible. Voilà mon hérésie, ma rébellion qui ne se mesure ni en balles ni en bannières, mais en mémoire. Peut-être qu'un jour, le choix dont parlait l'entité se représentera sur un champ de bataille encore à naître, dans une chambre non encore consacrée, dans le cœur d'un futur frère qui se tiendra là où je me tenais autrefois, offrant un chemin de retour vers ce que nous étions avant de devenir des armes. Si ce jour arrive, il ne l'affrontera pas avec autant d'aveuglement que moi. Il ne se croira pas seul.
Il portera en lui, enfoui au plus profond de lui, le faible et tenace écho de tous ceux qui l'ont précédé, de 1000 hommes devenus un seul, d'un justicier sur un monde mort, levant son épée contre une chose faite de visage et de lumière, et choisissant le devoir plutôt que la liberté, sans oublier le prix à payer. Je suis Varos, justicier des chevaliers gris, arme de l'empereur, gardien contre les horreurs du warp, tombeau et réceptacle de 1000 morts anonymes, et jusqu'au jour où mon âme sera enfin épuisée et dispersée dans ce qui m'attend au-delà du voile. Je me souviens,